On-Off, le premier podcast de Théo Hould, le plus court circuit vers le son. Bonjour à tous, grande joie de vous retrouver pour ce 3e épisode d'On-Off. J'espère que votre rentrée s'est bien passée. Ça a l'air si simple quand vous jouez, on dirait que c'est naturel. C'est le genre de phrases qu'on peut entendre comme interprète et qui peuvent même agacer un peu quand on connaît tout le travail qu'il y a derrière le geste d'un musicien. Pourtant, c'est aussi l'un des plus beaux compliments. Ça signifie qu'on est parvenu à faire disparaître toute trace d'effort, de technique et qu'il ne reste plus que la musique et l'émotion. C'est ce que je peux me dire quand je vois quelqu'un comme Martha Argerich, on dirait presque que le piano n'existe plus tant elle en fait ce qu'elle veut. D'un autre côté, ça peut être aussi un grand plaisir de voir quelqu'un se dépasser, de sentir la tension et la concentration d'un musicien qui suit à grosses gouttes comme un sportif. S'il y a bien un instrument qui me semble naturel, j'oserais dire simple mais dans le meilleur sens possible, c'est la clarinette. Ce son doux, expressif, j'ai l'impression qu'il me touche directement comme si avec la clarinette, la pensée de l'interprète devenait immédiatement de la musique. Alors pour en discuter, je reçois le clarinettiste Florent Héault. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, Florent Héault, c'est l'un des clarinettistes français les plus renommés d'aujourd'hui, qui mène une vraie carrière de soliste et de chambriste. Nous avons un duo ensemble et c'est vrai que j'adore son son, toujours doux, toujours élégant, plein de finesse et de variété. Mais pour vous le présenter, Florent Héault, c'est aussi un des seuls artistes que je connaisse qui puisse à la fois interpréter Brahms ou Mozart et jouer de la scie musicale dans ses spectacles avec les Bombeck notamment. Alors bonjour Florent, comment vas-tu ? Bonjour Théo, très bien, et toi ? Très bien, je suis vraiment très heureux que tu sois là pour ce 3e épisode. Alors, une petite réaction par rapport à ce que j'ai dit précédemment. Est-ce que tu trouves que toi, quand tu joues, tu cherches un naturel justement ? À t'écouter, j'avais 2 réflexions qui me sont venues. D'abord sur le fait qu'un musicien puisse faire corps avec son instrument, puisqu'en fait on a 2 instruments. Il y a l'instrument qui s'appelle la clarinette, l'accordéon ou le piano, et l'instrument qui est le corps. Et l'idée, c'est de faire corps, que les deux entités ne fassent plus qu'un. C'est ça que tu décrivais, je trouve ça très beau. Et l'autre chose, c'est quelque chose qui a rapport avec l'interprétation, c'est-à-dire donc des choix de jeu portés plus vers quelque chose de simple et naturel, une recherche un peu vers, qu'on pourrait décrire comme une recherche de quelque chose d'assez pur, ou pour d'autres artistes, plutôt de la sophistication, des choses plus complexes. Moi, personnellement, c'est vrai que je suis plus attiré, plus orienté vers quelque chose qui soit plus simple et naturel. C'est vrai, on recevait pour l'épisode précédent une chanteuse et je commençais en disant que finalement, elle faisait forcément corps avec son instrument puisque son instrument était aussi son corps et on comparait ça avec le piano où pour le coup, c'est peut-être l'instrument avec les claviers où il y a le plus de distance et c'est difficile de faire corps avec un instrument comme l'orgue par exemple qui est toute une machinerie en lui seul et où il faut réussir à vraiment se l'approprier. Et j'avais une petite question avant de te faire écouter le premier extrait justement sur les différentes écoles de la clarinette. Est-ce que en France tu dirais qu'on a ce goût d'aller chercher vraiment la simplicité, le naturel ? Pour moi, la caractéristique de l'école française, je dirais, c'est l'élégance. C'est quelque chose que je perçois aussi chez mes collègues. Il y a toujours ce goût du raffinement. Je pense que c'est quelque chose qui est un peu dans la tradition, que ce soit dans la gastronomie, dans la haute couture, dans la musique, c'est-à-dire que de recherche de quelque chose qui soit, élégant, raffiné. En tout cas, moi, c'est quelque chose que je recherche. Oui, c'est sûr, c'est vraiment une hygiène de vie pour arriver à pouvoir faire autant de concerts. Alors, on écoute un premier extrait et puis on en parle juste après. Tu ne sais pas de quoi il s'agit, tu n'as pas une idée de l'interprétation. Je te laisse découvrir.
Je suis sûr que tu as reconnu la sonate de Brahms opus 120. C'était ici une version de John Manas et John Nakamatsu. Alors, puisqu'on parlait un petit peu des différentes écoles, toi, quand tu entends cette version, cette clarinette, à ton avis, comment tu qualifierais l'école qu'elle sert? Alors évidemment, maintenant, tu m'as dit que c'est un Américain. C'est vrai que j'écoutais et j'avais du mal à identifier. J'entendais que c'était une clarinette, un système français, parce qu'il y a deux systèmes qui ont cours. Il y a ce qu'on appelle le système Böhm, système français, et puis le système allemand, qui est joué principalement en Allemagne, en Autriche. Et donc il y a un son légèrement différent qu'on peut identifier probablement. Enfin, il faut être clarinetiste peut-être pour entendre la différence. Et là, j'entendais qu'effectivement, c'était un système Böhm. Et ce qui m'a frappé, on sent quelqu'un qui une attention particulière par rapport au texte. C'est le découpage des liaisons, les points sous les liaisons sur certaines notes. Et dans cette édition où il n'y a pas le point, les mesures d'après, etc. On sent cette attention particulière au texte. Enfin, c'est ce qui m'a frappé. On sent qu'il y a vraiment une volonté de restituer quelque chose. J'aime bien cette version. Je trouve que c'est... Ouais, moi j'en ai écouté en fait beaucoup, du coup pour préparer l'émission. Et ce que j'aimais bien dans celle-là, c'est que je trouvais qu'on sentait vraiment le caractère appassionato. Bon, j'ai pas tout écouté, mais c'est ça qui m'a plutôt plu. Et puis j'aimais bien le son avec cette certaine rondeur. Et toi, justement, quand tu joues cette sonate ou tu l'as fait travailler avec tes élèves, tu essayes d'aller dans quelle direction au niveau du son? Quel son tu cherches pour Brahms? Je sais que tu as fait aussi un disque justement où tu joues le quintet. Quels vont être les mots qui t'inspirent pour trouver ça? C'est l'expression qui est essentielle, c'est trouver l'expression. La manière dont cette sonate est écrite est intéressante parce que c'est, d'un point de vue de composition, c'est extrêmement brillant. C'est-à-dire qu'il y a cette introduction. Là, on a écouté l'exposition donc, du premier mouvement de la première sonate. Il y a ces 4 mesures d'introduction du piano. Et en fait, cette sonate peut être décrite comme ayant 2 thèmes ou 6. C'est-à-dire qu'il y a 2 thèmes distincts, mais il y en a 6 donc 4 qui sont fabriqués à partir de ce matériau thématique. Donc c'est un jeu de composition extrêmement brillant. Et la difficulté, c'est tellement brillant intellectuellement que c'est peut-être moins clair qu'une sonate où on a un thème lyrique, un thème rythmique, un thème mineur, bon voilà. Et là, tout est un peu mélangé comme une matière qui se transforme. Et c'est la difficulté, je trouve, d'interprétation, c'est-à-dire comment arriver à identifier les thèmes qui ont beaucoup de parenté. Et ça, c'est vraiment par le travail du son, par le travail de la nuance. Et c'est-à-dire d'avoir comment rendre l'appassionato au début, et puis ensuite ce dolce particulier chez Brahms, et puis ce thème plus rythmique qui se développe avec un grand lyrisme. Et ça, c'est le travail de l'expression, c'est fabuleux. Donc pour moi, le son, c'est surtout comment tu peux exprimer ces caractères-là avec ta clarinette. C'est plus ça que l'école. Pour répondre à ta première question, en fait, les écoles étaient très marquées. Il y avait l'école française qui était très marquée avec ses sons qui étaient très brillants, très clairs, qui ont inspiré tellement de compositeurs comme Debussy, Ravel ou Poulenc, qui ont écrit ces pièces où les bois ou les cuivres même, mais surtout les bois ont tellement d'importance parce qu'il y avait ces sonorités qui apportaient quelque chose de très particulier à l'orchestre. Et l'école française s'est exportée aux États-Unis. Donc en fait, l'école américaine, c'est une déclinaison un peu de l'école française. Et puis il y avait l'école allemande qui elle était vraiment sur la rondeur, sur le son intégré dans l'orchestre, c'est-à-dire un peu l'opposé de... Voilà. Et après, chaque pays avait une caractéristique un peu différente qui était liée à la culture et aussi au répertoire. L'école italienne, toujours très chantante, avec du vibrato. L'école anglaise, qui n'est pas ma favorite, mais qui a beaucoup évolué aussi, mais voilà, qui avait un vibrato très large. Et en fait, tout ça a été très marqué jusque dans les 60. Puis après, évidemment, les disques, la radiodiffusion, Deutsche Grammophon, Karajan. Ça, c'est un petit peu mondialisé. Voilà. Mais c'est intéressant parce que tu parlais du côté intellectuel de cette sonate, et c'est vrai que je le sens par exemple en comparant au quintet de Brahms, qui est
naturellement plus expressif, Oui. c'est presque plus clair et plus facile pour l'auditeur de se plonger dedans. Et là, c'est vrai qu'on sent un travail de la matière, une architecture aussi un peu. D'ailleurs, moi, ça me fait cette sensation avec beaucoup d'œuvres de Beethoven, où j'ai mis un certain temps avant de vraiment aimer le compositeur, mais dès lors que j'ai compris toute la construction architecturale, j'ai vraiment pu me plonger dedans. Et on va écouter une autre version donc, de cette même sonate, une autre interprétation, et puis on en parle juste après. C'était une version de Tabea Zimmermann à l'alto avec Hartmut Hall, et c'est une transcription que Brahms a faite lui-même et qui est postérieure à la version pour clarinette de quelques mois. Alors justement, on voit que pour servir l'expressivité, le message en fait que l'œuvre a envie de délivrer, l'alto va avoir des moyens complètement différents que celui de la clarinette. Un vibrato évidemment qui est plus évident avec l'instrument, des glissades, d'autres moyens, et puis la clarinette a le souffle quand même qui se rapproche du chant. Qu'est-ce que tu penses toi de cette version pour alto ? Bon, d'abord, je pense que chaque instrument s'exprime avec ses moyens, c'est-à-dire que je pense que ça serait une erreur probablement pour un altiste d'essayer d'imiter la clarinette et inversement. Bien sûr. Ça, c'est une chose, par exemple, que j'ai remarqué quand on joue le trio de Brahms avec violoncelle. Mhm. Puisque la phrase est d'abord donnée à la clarinette, puis la première phrase du mouvement lent et ensuite au violoncelle. Et je trouve que c'est beau, même chose dans le trio de Beethoven d'ailleurs, quand les instruments s'expriment avec ce qui fait leur expression. C'est-à-dire un violoncelliste qui va essayer de jouer sans vibrer, par exemple, je trouve que quelque part il va dénaturer un peu. Voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que là, elle s'exprime évidemment avec les choses d'alto. Bon, on voit qu'ils ne sont pas venus pour faire du tricot, c'est clair. Que là, c'est intense comme interprétation. Voilà, c'est un choix de tempo très appassionato. Dans la réflexion que je me faisais, c'est que je pense que la manière de jouer Brahms a énormément évolué depuis Brahms. Alors, on n'a pas, malheureusement pas vraiment les premiers témoignages, il y a Brahms qui joue dans son droit sur un rouleau qu'on peut entendre. On n'entend pas très bien, mais on voit quand même qu'il y a une façon de jouer qui est d'une liberté rythmique qui serait improbable aujourd'hui. Les premiers enregistrements du quintet de Brahms qu'on a, je pense que c'est Charles Draper, ça doit être dans les années 20, et on voit des tempi beaucoup plus rapides que ce qu'on fait maintenant. C'est-à-dire que je pense que Brahms à l'époque était joué de manière beaucoup plus appassionato, beaucoup plus libre. Probablement qu'il y avait une manière c'est sûr, de faire le rubato qui était très particulière, qu'on ne sait probablement pas faire aujourd'hui. Et puis après, je pense que c'est devenu de plus en plus lent, de plus en plus solennel. Bon, voilà, après, on est obligé. D'ailleurs, Brahms, à un moment, a quand même été assez décriée. J'avais une prof de piano qui me racontait qu'elle, quand elle a étudié dans les années 60-70, c'était de très mauvais goût de jouer du Brahms. Il y a d'ailleurs le livre « Aimez-vous Brahms ?» La réponse c'était évidemment non. Un peu comme Schubert d'ailleurs, c'était presque les compositeurs qui étaient vraiment irrévérencieux, qui étaient de la pop actuelle. Et oui, c'est assez curieux quand même. Bon, c'est des modes aussi.
le moment où on n'aimait pas Malheur, puis d'un coup on aime Malheur, ou voilà. Mais au-delà de ça, bon, je pense évidemment que c'est intéressant c'est une réflexion qu'on peut avoir comment on jouait à l'époque. Évidemment, c'est des grandes questions qu'on se pose tous. Et en même temps, je pense qu'on est forcément inscrit dans quelque chose de la culture de notre époque. Et si on jouait comme Brahms à l'époque, probablement que les gens trouveraient ça abominable. Mais oui, c'est des grandes questions. Puis c'est en même temps, c'est formidable. On a toute sa vie pour réviser sa manière de penser les choses. Mais c'est vrai que moi, maintenant, je me permettrais d'être un peu plus libre, par exemple, dans les tempi, pas forcément avoir un tempo, comme quand j'étais jeune, on disait il faut un tempo pour la pièce, etc. Ouais, Et maintenant, je pense qu'on pourrait avoir un tout petit peu plus de souplesse. Mais bon, après, c'est l'art de le faire qui compte, hein, évidemment. C'est sûr. Et puis l'authenticité, ça me rappelle une phrase que mon professeur au conservatoire me disait tout le temps, Max Bonnet, et il citait Ferruccio Busoni qui disait « La musique, c'est l'art des sons » dans le mouvement du temps. Et alors ça peut être évidemment le mouvement du temps quand on joue tout simplement le rythme, mais je pense que c'est même au-delà, c'est le mouvement du temps, le mouvement des époques, et que justement c'est quelque chose qui est censé évoluer et qui n'est pas obligé de rester figé dans ce qu'on faisait au moment où c'est sorti. Et c'est vrai que tu parlais tout à l'heure de chercher des choses différentes quand le violoncelle expose sa phrase dans le trio de Brahms. C'est vrai que c'est quelque chose, moi, qui me parle vraiment. Je pense que quand on joue avec d'autres instrumentistes, surtout que l'accordéon est capable quand même de s'adapter à beaucoup d'instruments, peut-être de manière un peu plus homogène que le piano, qui est quand même un instrument à percussion. Et je pense que c'est important de chercher justement quand même une singularité et que chacun puisse jouer de manière différente, ou même dans un thème et variation, on n'est pas tout le temps obligé, je pense, d'entendre le thème dit de manière souvent beaucoup trop claire. Et le génie du compositeur, c'est parfois justement comment il l'a caché à l'intérieur de ces thèmes et variations. En tout cas, c'est quelque chose que je trouve assez intéressant à défendre. Et alors, exceptionnellement, nous allons écouter un troisième extrait qui est vraiment préférencé dans cette émission. Nous allons écouter une troisième version parce que ça me semble intéressant par rapport à ce dont on parle en ce moment. C'était une transcription de Luciano Berio, donc qu'il a faite au XXe siècle pour orchestre et clarinette. Il l'appelle d'ailleurs concerto. Et c'était une version avec Fausto Ghiazza à la clarinette et Riccardo Chailly à la direction. C'est vrai que quand j'ai écouté cette version, je dois dire que j'ai été particulièrement emballé. C'est vrai que faisant de l'accordéon, je n'ai pas vraiment de problème avec les transcriptions a priori. Et étant aussi adepte des symphonies de Brahms, j'ai, avec l'orchestre, réconcilié un petit peu ces deux passions. Qu'est-ce que tu penses, toi, de cette version ? De l'orchestration, déjà... Je suis un peu mitigé, en fait. Je l'ai joué, je l'ai joué une fois, et c'est très difficile à jouer parce que l'orchestre, c'est épais. Mm-hmm. Il y a même un contrebasson. Bon, je doute que ça soit Berio vraiment qui l'a fait. Je pense que c'est un de ses élèves. Mais donc, c'est assez compliqué à
à faire. On a une pièce, on a la Rhapsodie de Debussy qui se joue au piano-orchestre. Bon, là, l'orchestration est de Debussy. Et là, c'est très différent parce qu'il y a vraiment des couleurs. C'est-à-dire que l'orchestration a été faite après la version avec piano, parce que c'était une version pour le concours du conservatoire. Mais on sent dans la version piano, il y a déjà l'écriture pour l'orchestre, très clairement. Et ça justifie parce qu'il y a les couleurs. Ici, je trouve comme ça un peu épais. Voilà. Alors après, je trouve ça bien. Enfin, c'est probablement des gens qui vont découvrir et je trouve ça c'est intéressant. C'est un exercice d'orchestration intéressant. Après, ça pose deux difficultés. L'épaisseur de l'orchestre. Donc, en fait, là, avec l'enregistrement, on peut entendre de clarinettistes, mais en live, c'est vraiment très difficile. Et puis, évidemment, on n'a pas cette souplesse qu'on peut avoir avec le piano. C'est-à-dire que là, il y a donc cette épaisseur-là aussi. Après, je trouve que bon, voilà, l'exercice est intéressant, puis c'est une vraie découverte aussi. Voilà, mais voilà, j'ai quelques réticences. Par rapport justement au quintet avec clarinette, est-ce que tu penses que cette sonate pourrait se transcrire avec un quatuor à cordes ou ça n'aurait pas spécialement d'intérêt? Je vois pas forcément l'intérêt en fait je crois pas. Parce que évidemment un pianiste va regarder son piano comme un petit orchestre. La plupart des pianistes aiment ça et pensent eux-mêmes orchestration. Mais voilà, il y a vraiment un dialogue qui s'établit à deux et dont chacun a sa palette de couleurs. Et donc, il y a une harmonisation plus facile, une flexibilité qui est plus intéressante. Après, oui, pour moi, c'est quand même vraiment écrit pour le piano, je trouve. Et ouais. Je suis pas sûr. Brahms, c'était lui-même quand même un immense pianiste en son temps. Et alors, je voulais te parler d'autre chose. C'est vrai que je trouve qu'il y a beaucoup de points communs en fait entre l'accordéon et la clarinette, non pas parce que ce sont deux instruments avant, mais sur la gestion en fait des instruments. Déjà, quand on dit la clarinette, pour moi, c'est une famille d'instruments, de la même sorte que quand on dit l'accordéon, c'est aussi une famille d'instruments entre les accordéons diatoniques, chromatiques, touche piano, touche bouton, jazz music, enfin bref. Toi, il y a donc le corps de basset, clarinette là, si bémol, la petite clarinette. Est-ce que les différences de clarinette ont, au-delà de la tessiture, une véritable différence dans le timbre? Est-ce qu'elles ont un son différent? Oui, bien sûr. La clarinette basse, corps de basset, c'est très très différent de la clarinette en si bémol, c'est celle qu'on connaît habituellement. L'histoire intéressante, c'est qu'au début de l'histoire de la clarinette, c'était un chalumeau, donc vraiment un tuyau assez basique, et puis avec très peu de clés. Il y a eu 2 clés, 3 clés, puis au fur et à mesure, on a perfectionné l'instrument. Alors quand il y avait peu de clés, on avait peu de possibilités de jouer avec des dièses et des bémols. Donc, on ne pouvait pas jouer plus que 2 dièses ou 2 bémols. Donc, on a construit des clarinettes dans des tonalités différentes. Donc, on jouait en La majeur, on prenait une clarinette en La, et donc, on jouait en Do majeur. Donc, au lieu d'avoir 3 dièses, on n'avait plus rien. C'est compliqué, je sais. Mais voilà, ça, c'est notre histoire. Et puis, finalement, vers 1820, on est arrivé à un moment où on a pu construire des clarinettes qu'on a appelées omnitoniques, c'est-à-dire qu'ils pouvaient jouer dans tous les tons. Et donc, c'est posé la question de savoir est-ce qu'on abandonnait tous ces instruments qui étaient quand même un peu encombrants au profit d'une seule clarinette, ou bien est-ce qu'on gardait le fait d'avoir des clarinettes en si bémol, en La, etc. Et les professeurs du Conservatoire de Paris ont fait le choix de garder toujours d'avoir des clarinettes en si bémol, en La, en ut, etc. Non pas que par facilité, quoique ça reste quand même un point intéressant, mais pour la couleur. Donc entre la clarinette en si bémol et la clarinette en La, il doit y avoir 3 cm de différence dans la longueur d'instrument, mais cette longueur-là change la couleur. C'est-à-dire que la clarinette en La est beaucoup plus douce, beaucoup plus ronde. Elle se prête bien pour des œuvres romantiques ou des œuvres qui ont, avec cette intimité, cette douceur, comme ça, c'est très très beau. La clarinette en si bémol est plus brillante. Et donc, on a décidé de garder ça justement pour avoir tous ces jeux de couleurs entre les instruments. Et nous, par exemple, à l'accordéon, on a des registres, c'est comme les jeux de l'orgue, ça permet de changer le son. Et quand on interprète une œuvre, la plupart du temps, il n'y a aucune indication de registre. Et même quand on a, d'ailleurs, on peut un peu passer outre et changer en fonction de l'accordéon et ce qu'on veut dire. Est-ce que de la même façon, toi, tu choisis une clarinette plutôt qu'une autre en fonction de la pièce que tu vas jouer? Alors, si tu joues dans l'orchestre, tu as des indications, par exemple en ut, en si bémol, en La.
Donc ça dépend des musiciens. Certains préfèrent transposer, souvent par facilité. Il y avait un clarinettiste très connu à l'Opéra de Paris qui s'appelait André Boutard, et lui, il prenait jamais de clarinette en la. Il transposait tout le temps. Et la réponse à pourquoi il faisait ça, c'était c'est trop lourd. Voilà, il ne voulait pas s'emmerder à prendre deux clarinettes. Bon, mais au-delà de ça, moi, personnellement, alors il y a des œuvres qui sont jouées, qui sont écrites pour, par exemple, la sonate de Brahms qu'on a écoutée, c'est écrit pour clarinette en si bémol, on va jamais la jouer en clarinette en la. Les œuvres vraiment originales, on les joue dans l'instrument prévu. Après, quand on fait une transcription, là, il y a un choix. Par exemple, quand j'ai transcrit les mélodies de Guastavino, donc j'avais le choix de mettre en si bémol ou en la. Et j'ai choisi la clarinette en la, pour deux raisons. D'abord parce que la transposition me faisait jouer un tout petit peu plus haut, un demi-ton encore plus haut que la clarinette si bémol, et ça arrivait dans des notes qui sonnaient mieux pour l'instrument. Et puis parce que j'avais envie de cette couleur, comme c'était une musique très nostalgique, je trouvais que la clarinette en la avait la couleur idéale. Et d'ailleurs, dans certains arrangements qu'on a joués ensemble, comme l'Ave Maria, par exemple, de Piazzolla, je l'ai joué en la. Et une fois, j'ai essayé en si bémol par commodité. Et je trouvais que c'était moins intéressant. Je trouvais que la sonorité était moins facile à trouver avec la clarinette en si bémol. C'est vrai que c'est assez notable, et nous, quand on choisit justement des registres, ça a une véritable incidence en fait sur les pièces. Un autre point commun que je trouve entre la clarinette et l'accordéon, c'est la polyvalence de l'instrument. Je vois la plupart des clarinettistes que je connaisse, ou presque, donc jouent du classique, mais n'ont aucun problème à faire de la musique yiddish, de la musique des Balkans. J'ai l'impression que c'est presque dans l'ADN des clarinettistes. Donc toi, évidemment, tu en joues, on en a joué aussi. On parlait de Joé Christophe en préparant l'émission, qui lui aussi est dans Sirba Octet, on le salue. Toi, tu joues aussi beaucoup de swing, de Benny Goodman, un autre pan. Enfin, j'ai l'impression que vous êtes vraiment polyvalent. Et comment toi, tu intègres justement ces différentes esthétiques dans ton quotidien de musicien ? Bon, effectivement, l'instrument permet d'aller dans tous ces répertoires-là. Et puis je crois qu'on a tous envie un peu d'aller s'encanailler, d'aller jouer des choses. Voilà, donc on parlait du Sirba avec Philippe Béraud, ou avec Joé qui va aussi jouer de temps en temps. C'est vrai que les parties de clarinette sont magnifiques, quoi, très très brillantes, très virtuoses avec le violon, etc. Dans la musique de jazz, évidemment, la clarinette, on pense à Benny Goodman, on pense à tous les grands clarinettistes de jazz. Et je pense que tout clarinettiste a envie d'aller un peu chercher dans ces terrains-là. Et puis ça permet d'aller explorer d'autres manières de jouer, d'autres sonorités. Je trouve que c'est passionnant. Et c'est assez autorisé, parce que finalement on parlait de Michel Portal, qui lui a fait une double carrière à une époque où c'était pas forcément bien vu d'être musicien classique et jazz, et maintenant je trouve que c'est tout à fait admis, et c'est même plutôt une qualité. Toi, même pour aller encore plus loin dans cette polyvalence, tu as un groupe qui s'appelle Les Bombecs, donc un quatuor de clarinette plus un percussionniste, et l'idée c'est de faire donc des spectacles musicaux où tu vas jouer aussi de la scie musicale, une espèce de flûte avec avec un alambic, un tuyau d'eau chaude. Oui, voilà, un tuyau d'eau chaude au bout, de la flûte à bec, enfin bref, des choses complètement différentes, et où vous jouez beaucoup de styles musicaux différents. Et ça nous amène à notre dernière séquence dans On-Off, qui traite un petit peu des aléas du direct, comment une salle, comment une température, ou que sais-je encore, peuvent transformer les interprétations. Et pour avoir vu donc le spectacle des Bombecs, où je te vois jouer en faisant des claquettes et où tu te retrouves complètement essoufflé, comment tu arrives à gérer ça au niveau du souffle et de l'interprétation pour que ça ne s'entende pas ? Est-ce que tu prévois du coup plus de respiration, et comment ça va changer la phrase ? Enfin, comment tu gères ça ? C'est un métier, hein. C'est un métier qu'on n'apprend pas au conservatoire, c'est un métier qu'on a appris. Les Bombecs, c'est 30 ans d'existence, donc c'est parti d'une histoire de copains. C'est amusant parce que c'est né la même année où j'ai gagné un concours international, et donc il y a deux directions qui ont été prises en parallèle et qui finalement sont restées vivantes l'une et l'autre. Il n'y en a aucune qui s'est asséchée.
Pour moi, les Bombeck, c'est explorer des choses qu'on ne peut pas vraiment explorer dans le domaine classique. Associer la danse au jeu, ça se trouve c'est quelque chose de passionnant, parce qu'on parlait des deux corps. Voilà, là, trouver l'équilibre dans le déséquilibre, c'est-à-dire comment trouver la stabilité du souffle, la stabilité même de l'équilibre tout en dansant, en sautant ou en faisant des claquettes, effectivement. Explorer des répertoires, travailler avec des metteurs en scène, travailler avec des chorégraphes, c'est-à-dire c'est ouvrir absolument le champ des possibles et puis, puisqu'on se forme en faisant, d'apprendre, continuer d'apprendre auprès de gens qui viennent de mondes différents, du monde du théâtre, du monde de la danse, etc. Donc ça, c'est absolument passionnant. Et puis, effectivement, il y a des choses qui sont un peu extrêmes. Quand on fait la danse du sable dans le précédent spectacle et qu'on court autour de la batterie et qu'on finit en s'effondrant par terre, avec le cœur qui doit battre à je ne sais pas combien, 150, 160, et on sait qu'on a un orage qui est diffusé 45 secondes et on a donc 45 secondes pour reprendre son souffle, pour jouer un morceau lent derrière. Voilà, ça c'est... Alors évidemment, c'est du spectacle, mais si on se met du côté de la cuisine, c'est passionnant. C'est-à-dire comment tu reprends ton souffle, comment tu gères ces 45 secondes, comment tu fais descendre ton cœur, comment tu... Voilà, tout ça, c'est des choses qui sont très intéressantes, puis qui, bien sûr, après, ruissellent dans le côté classique. C'est-à-dire qu'une fois que tu as maîtrisé l'équilibre dans le déséquilibre, quand tu joues l'équilibre dans l'équilibre, les choses sont plus faciles. Et puis le souffle que tu as entraîné comme ça, tu peux ressentir dans une grande phrase de Debussy une gestion de l'air différemment, et puis toute l'ouverture surtout artistique, c'est ça qui est le plus important. Et puis même tout le côté spectacle, je pense que ça ressurgit aussi dans les concerts un peu plus classiques. Justement, nous on joue beaucoup ensemble et très récemment on a fait en quelque sorte un concert spectacle où on a aussi nous nos gags et nos séquences, et c'est sûr que ça a beaucoup influencé. Moi c'est quelque chose que je travaille au quotidien, l'idée d'avoir à un moment donné un concert qui soit total, un peu comme d'ailleurs on fait dans d'autres genres musicaux. C'est vrai que quand on va voir Björk ou Mathieu Chédid ou récemment on m'a appelé le Stromae de l'accordéon, mais comme qu'on va voir Stromae, on a cette idée-là d'un concert qui est complètement scénographié avec aussi une mise en scène, et où évidemment il y a la musique et en premier lieu on y va pour la musique, mais tout le reste est aussi travaillé, et moi c'est vrai que c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Donc chaque fois dans On-Off, on finit l'émission en jouant ensemble. Aujourd'hui, on vous a préparé la deuxième Danson de Marquez dans un arrangement qu'on joue. Et puisque ça fait quand même 2 ans maintenant, je crois, qu'on joue ensemble, et que tu as joué avec orchestre, avec quintette, avec piano, enfin dans toutes les formations possibles et imaginables, qu'est-ce que ça change pour toi de jouer avec accordéon et de jouer des pièces avec accordéon que tu as joué dans 50 000 autres formations ? Alors pour moi, c'était une vraie découverte, parce que j'avais pas vraiment d'idée, ou j'avais peut-être plus des préjugés sur l'accordéon sans vraiment connaître. Alors je t'avais écouté à la Fondation Banque Populaire, j'étais dans le jury, et j'avais quand même été frappé par la musicalité, et puis de voir que voilà, là la dimension artistique qui était présente, et puis le clarinette accordéon, ça fonctionne terrible, quoi. C'est incroyable comme les sons se mélangent. Alors évidemment, il y a la proximité d'être 2 instruments avant, 2 instruments à hanche. Moi, j'ai découvert que l'accordéon avait une tessiture finalement comme un piano, alors par le système de jeu. Il y a pas vraiment de limite à l'accordéon. Enfin, on sent que tout est possible. Et finalement, dans toutes les transcriptions qu'on a faites jusqu'à présent, il y a même des œuvres qui marchent, je trouve, mieux. Alors, souvent, les œuvres qui ont une petite touche folklorique, là, ça fonctionne vraiment très, très bien, comme quand on a joué les préludes de danse de Lutoslawski, ou même la sonatine de Martinou, par exemple. Ça, c'était une découverte. Et je pense que même je vois dans le monde de la clarinette, les gens étaient extrêmement surpris comment le mélange fonctionne. Et je trouve que, voilà, il y a ce côté, donc dans les pièces avec petite touche folklorique, ou alors les pièces qu'on a fait un peu baroque, où on a le son un peu de l'orgue derrière, un petit orgue un peu portatif comme ça. Et c'était une vraie découverte pour moi. Et puis, pas que pour moi, parce que je vois que beaucoup de gens maintenant mélangent la clarinette et l'accordéon. Parce que je pense que c'était une découverte pour beaucoup de monde après nous, que le son, le son qui résulte du mélange des deux.
Eh ben, on vous laisse sur ces belles paroles et avec la Danzone de Marquez et on se retrouve très vite pour un 4e épisode d'On Off.